En 2003, les travaux de Richard Béliveau pour mettre au point une molécule capable d'acheminer un médicament directement dans le cerveau avaient été inscrits au palmarès des découvertes de l'année du magazine Québec Science. Aujourd'hui, un premier médicament issu de cette découverte est en phase d'essai clinique et a donné des résultats très prometteurs dans la lutte contre les tumeurs cérébrales. En oncologie, les tumeurs du cerveau représentent un défi particulièrement exigeant. Ce sont des tumeurs qui répondent très mal à la chimiothérapie, que ce soit des tumeurs primaires, parce que le cerveau développe des tumeurs, mais également des métastases. Des tumeurs du sein, du poumon, les mélanomes font des métastases au cerveau. Et que ce soit les tumeurs primaires du cerveau ou les tumeurs secondaires, ces tumeurs-là sont très difficiles à traiter cliniquement à cause de l'existence d'une barrière dans le cerveau qu'on appelle la barrière sang-cerveau ou la barrière hémato-encéphalique. Le cerveau s'est développé une barrière d'étanchéité au niveau de ses capillaires pour empêcher toutes les molécules que nous consommons, particulièrement les molécules de plantes, qui seraient possiblement très neurotoxiques pour le système nerveux central, d'atteindre le compartiment cérébral. Le paradoxe, c'est quand on arrive au 20e siècle, au 21e siècle, puis qu'on veut traiter des problèmes neurologiques, bien, la majorité des molécules qu'on développe en clinique pour traiter l'Alzheimer, le Parkinson, l'épilepsie, la schizophrénie ou les tumeurs du cerveau sont malheureusement rejetées par cette barrière-là. Pour réussir à vaincre la barrière hémato-encéphalique, l'équipe de Richard Béliveau s'est mobilisée pour étudier en profondeur son fonctionnement et identifier ses points faibles. On estime qu'à peu près 95% des molécules dans le sang ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. On s'est donc, dans notre laboratoire, attaqué à l'étude de celles qui réussissaient à passer la barrière. Et pendant les 25 dernières années, ça nous a pris 25 ans à faire ça, on a tracé un porteur robot des molécules qui réussissaient à franchir la barrière et on a créé une molécule artificielle qu'on a appelée l'angiopep, qui combinait les avantages structuraux, les avantages moléculaires de ce que la nature a désigné dans l'évolution de mieux pour franchir la barrière. On a créé une molécule artificielle et là, on s'est dit, on va se servir de cette molécule-là comme cheval de Troie pour amener des médicaments dans le compartiment cérébral. Pour pouvoir franchir la barrière sang-cerveau, une molécule doit être capable de se lier à un des transporteurs qui assure le passage à travers les cellules de la paroi des vaisseaux sanguins. La molécule angiopep a été conçue pour être capable de se fixer à un de ces transporteurs et permet donc d'aller libérer dans le cerveau les médicaments qu'on lui attache. On a contourné, on a créé un avion furtif, on a créé des forces spéciales qui permettent de pénétrer cette barrière-là et d'amener la charge explosive, le médicament de chimiothérapie, à l'endroit où on en a besoin. Ma spécialité, c'est vraiment l'étude des tumeurs cérébrales. On s'est donc dit, on va attaquer, avant l'Alzheimer, le Parkinson puis l'épilepsie, on va attaquer les tumeurs du cerveau. On a donc choisi un médicament de chimiothérapie extrêmement efficace qui s'appelle le paclitaxel. On a donc pris cette molécule-là, qui normalement est rejetée par le cerveau. On l'a combinée avec notre vecteur de pénétration, notre clé moléculaire, et on a créé une molécule qui s'appelle angiopep 1005. Et cette molécule-là a été testée sur plus de 300 patients en phase clinique 1 et en phase clinique 2, et la réponse est absolument hallucinante. On a eu des réponses complètes. On a eu des patients pour lesquels on a eu des éradications des tumeurs primaires et des métastases. On a eu des réponses partielles. On a eu des stabilisations de la maladie. Globalement, en phase 1 et en phase 2, dépendant des sous-groupes de patients, on est entre 75 et 90 % de réponse. Pour les patientes qui ont des mutations HER2, une mutation d'un oncogène qui s'appelle HER2, qui sont positives pour cet oncogène-là, on a jusqu'à 90 % des patientes qui répondent à ce médicament-là. La FDA était très enthousiaste avec ça et c'est la raison pour laquelle on a eu l'approbation de la phase 3. C'est la phase finale avant l'approbation du médicament, alors c'est une étape très importante, une étape de réjouissance. C'est rare dans la vie d'un chercheur qu'on atteint cette étape-là. Sur 10 à 20 000 molécules qu'on teste en recherche, il y en a une qui se rend à ce niveau-là, alors c'est une percée absolument extraordinaire. On est très contents, surtout en fonction de la réponse clinique qu'on a observée en phase 1 et en phase 2 avec les patients.
La survie moyenne de quelqu'un qui a des métastases cérébrales, c'est d'environ 4 mois. Et il y a à peu près 200 000 personnes par année en Amérique du Nord qui font des métastases cérébrales de différents types de cancers. C'est donc un pronostic très sombre du point de vue clinique, mais on a donc là, avec ce nouveau médicament-là, une avenue de traitement absolument extraordinaire. La découverte n'est jamais un processus linéaire. C'est un processus où il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de demi-victoires, il y a très rarement de grandes victoires. Là, on vient de gagner une grande bataille. C'est une étape importante. Et ce à quoi j'ai pensé, moi, dans toutes ces années-là, c'était toujours aux gens qui souffraient de ces cancers-là. Je pense que ce qui motive un chercheur globalement, c'est la contribution qu'il peut faire à l'évolution de la connaissance et, dans le cas de la médecine, de la souffrance humaine. Le cerveau humain, la recherche, c'est la même chose. Ce qui rend un cerveau plus intelligent, c'est le nombre de connexions synaptiques qu'il est capable de faire, que nos neurones sont capables de faire les unes avec les autres. En recherche, c'est la même chose. C'est la connectivité des individus, c'est l'interaction des individus qui fait jaillir des idées plus lumineuses et qui permet le progrès scientifique. Un scientifique, sa mission fondamentalement, c'est de faire progresser l'humanité en utilisant ses connaissances pour acquérir de nouveaux savoirs. Et c'est ce qu'on a fait avec cette étude-là.